2022. Dimitri Pavlenko. 8h42. Alors avant, c'était la logique du quinquennat. Les législatives confirmaient, voire amplifiaient la présidentielle qui précédait quelques semaines au préalable. Ce fut le cas pour Jacques Chirac, pour Nicolas Sarkozy, pour François Hollande, pour Emmanuel Macron. Le président gagnait son Parlement et il était le seul patron de l'exécutif. Seulement, cette fois, c'est un peu différent et ce sera peut-être même le contraire. Est-ce que les législatives vont, dimanche, contredire le résultat de la présidentielle, imposer un rapport de force au chef de l'État et en somme l'affaiblir? Ce sera l'une des questions qu'on va se poser ce matin avec nos trois éditorialistes du jour. Bonjour Bruno Jeudi. Bonjour Dimitri. Éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match. Pas la tête comme ça, Bruno. Non, du tout, je réfléchis. Vous êtes heureux d'être avec nous là? Il réfléchit très bien. Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour, moi je suis très heureuse d'être avec vous. Ah ça fait plaisir. Et François Calfon, éditorialiste, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Heureux mais un peu frustré que Bruno Jeudi n'ait pas l'air content d'être avec nous. Mais réfléchis, il vous a dit. Drôle de séquence tout de même. François Calfon, tiens, je commence avec vous. Vous êtes au Parti Socialiste. Je vous pose la question, comment vous réagissez, vous, aux consignes de vote émises par le camp d'Emmanuel Macron? On en a beaucoup parlé ce matin, puisque semble-t-il, ça sème le trouble. Et beaucoup d'électeurs dans les circonscriptions concernées, celles où il y a un duel RN-NUPES, des électeurs qui ont voté Macron au premier tour, se disent, oh là là, j'ai rien compris, est-ce que je dois faire? Est-ce que je vote pour la NUPES? Est-ce que je m'abstiens? Qu'est-ce que je fais? Mais ce qu'on a compris, c'est que c'était la grande embrouille de la République en marche. C'est-à-dire que à chaque élection, ils en appellent à un front ceci ou cela pour se faire réélire, et le lendemain, ils oublient immédiatement les consignes qu'ils ont données. Non, ça relève d'un cynisme le plus absolu, il faut bien le dire. Pour vous, c'est du cynisme? Absolument. Enfin, je veux dire, souvenez-vous, finalement, les valeurs partagées de M. Ferrand et de M. Mélenchon aux élections présidentielles, quand il fallait capter les électeurs de la gauche et de la France insoumise, et maintenant, ils ont des valeurs diamétralement opposées. D'ailleurs, j'ai écouté votre magnifique interview tout à l'heure, je n'y voyais aucune publicité, hein. Mais j'ai vu que Mme Pannier-Runacher n'est pas la ministre de l'énergie, mais de la brasse coulée, parce qu'elle était incapable de vous répondre. J'avais presque de la peine pour elle. Alors je me pince, parce qu'en fait, je trouvais ça relativement pathétique. Bon, je vais un peu neutraliser le propos partisan, évidemment, de François Calfon, mais c'était intéressant. Rappelons, c'est vrai que les électeurs de gauche étaient l'objet de toutes les attentions d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il a face à lui un ennemi qui sort les griffes, qui a un discours très simple à comprendre. Il ne faut absolument pas voter pour Emmanuel Macron, pour les candidats d'Emmanuel Macron. Et en face, c'est vrai que c'est un peu flottant à l'égard de la NUPES, Bruno Jeudi, du point de vue de la Macronie. Oui, c'est d'autant plus surprenant que s'il y avait une consigne qui pouvait, ou un choix stratégique qui pouvait être arrêté et réfléchi en amont, c'était bien celui-ci, parce que de toute façon, il allait forcément avoir des duels. Il y avait l'option du ni-ni, ni RN, oui, ni NUPES. En tous les cas, ils étaient certains de se retrouver face à cette équation, c'est-à-dire de duel entre la NUPES et le RN. Et dimanche soir, on a eu la démonstration en l'espace de 3 heures de positions multiples et variées, jusqu'à ce que la porte-parole Mais comment comprendre ça, Bruno Jeudi? Est-ce que c'est, comme disait Mathieu Bocoté, un anti-lepénisme primaire de la part d'une bonne partie de la Macronie, ou bien il y a un calcul tactique consistant à dire, si ça peut être une opposition NUPES à l'Assemblée, à la limite on préfère? Non, je crois qu'il faut pas trop chercher. Je crois qu'en fait, c'est aussi les limites du en même temps. Ils ont du mal à arrêter une position. On a bien vu dimanche soir, il a vraiment fallu qu'il y ait successivement Elisabeth Borne, Olivia Grégoire, Christophe Castaner pour multiplier des positions plus ou moins contradictoires pour que à 23h15 ou 23h30, la porte-parole de Renaissance arrive sur un plateau de télévision et dise pas une voix à l'extrême droite. Vous pensez que ça n'a pas été réfléchi, discuté en amont? Ça a été réfléchi en amont, mais comme toujours, ils ont eu du mal à établir une position précise qui tienne à tous les scénarios. Et là, en fait, ils se retrouvent. Alors après, je suis pas sûr que ce soit l'élément central de l'entre-deux tours. Ces histoires-là. Alors c'est quoi maintenant, quel est l'élément central de l'entre-deux tours selon vous? L'élément central de l'entre-deux tours, c'est la mobilisation des électeurs. Emmanuel Macron. C'est l'abstentionnisme. Le camp macroniste fait un très mauvais premier tour. Il faut le dire. C'est une vraie difficulté. On a rarement vu
une position, comme vous le disiez, depuis 2002, on est dans des élections confirmation. Le camp du président est celui qui reste mobilisé. Les adversaires se démobilisent dans l'antre présidentielle législative. Là, même si la gauche ne fait pas une performance du point de vue politique, arithmétique, électoral, elle fait une performance sur le plan stratégique et se retrouve en mesure de tripler son nombre de députés à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon n'aura pas la majorité absolue, mais ce qui joue, c'est la majorité absolue pour le camp d'Emmanuel Macron. Et franchement, ça change tout entre la majorité absolue et la majorité relative pour le camp macroniste. C'est pas du tout la même histoire derrière ces élections. Alors d'ailleurs, je vais vous raconter un peu le raisonnement que fait Jean-Michel Salvatore, éditorialiste du Parisien ce matin. Il dit, ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est que si effectivement Emmanuel Macron n'a pas à l'Assemblée de majorité absolue, ça va vraiment revivifier la fonction de Premier ministre, parce que Elisabeth Borne va devoir aller construire des majorités texte par texte et donc discuter un coup avec Édouard Philippe. 88, Michel Rocard. 88, Michel Rocard. Et Emmanuel en fait, c'est la deuxième face de la NUPES qui est quand même cette espèce de formation complètement composite, et on comprend qu'il y ait des gens qui soient gênés aux entournures, parce que vous pouvez arbitrer un duel entre un socialiste bontin et un RN, après entre un écologiste plus ou moins radical et un RN, et puis vous avez aussi quand même des insoumis qui ont déjà mis pas mal de petits coups de canif dans le pacte républicain. Donc cette formation un peu composite, mais ça semble toujours moins grave que le Rassemblement national par principe, nous dit Elisabeth Borne. Alors moi j'ai pas d'avis sur cette question-là, je n'y arrive pas, je suis désolée, mais cette question en fait elle ne se pose pas que dans cette configuration-là, elle se pose dans les deux sens, parce que des duels avec le Rassemblement national, il y en a 58 ou 60 face à la NUPES, et il y en a 110 ensemble face à un candidat du RN. Donc cette question, elle est globale dans ces élections. Et quand Jean-Luc Mélenchon disait pas une voix pour le FN à la présidentielle, est-ce qu'il dit toujours la même chose là dans cette configuration-là? Je veux dire, cette question, elle est globale à ces élections-là. Et corollaire à une abstention énorme. Enfin, le malaise est là. Tiens, François Calfon, justement, quand on regarde dans le détail aussi, il y a eu toutes ces dissidences PS de candidats socialistes historiques qui ont refusé l'accord avec la NUPES. Or, on constate qu'il n'y en a qu'une douzaine sur ces 63 qui se sont qualifiés pour le second tour. Est-ce qu'ils ont été désavoués par les électeurs qui disaient « Écoutez, PS ou pas, il faut faire l'union de la gauche, quoi qu'il arrive, c'était le meilleur calcul politique ». C'est pas ça la question. La question, c'est que les candidats dits dissidents n'ont pas souhaité avoir une campagne commune, une marque commune, pour des raisons d'éviter l'éclatement du Parti socialiste à ce moment-là. Maintenant, j'attends la mise en place de l'Assemblée nationale, parce que vous avez au moins la moitié du groupe sortant qui sera sauvé par finalement le logo NUPES, qui sont absolument pas sur la ligne de la France Insoumise et qui n'ont pas fait campagne sur la ligne de la France Insoumise, je pense. Ils ont pris le label, mais sans réellement... Oui, Valérie Rabault, le V de NUPES, c'était juste pour le V de son prénom. Elle a été élue comme ça. Monsieur Garot n'a absolument pas fait campagne. Donc il y a la moitié des socialistes... au premier tour. Et voilà. Donc il y a un potentiel de fronde à l'intérieur. Il y a la moitié des socialistes qui ne sont pas sur cette ligne, très clairement. Et il y aura quand même, marginalement, mais 5 ou 6 députés qui seront élus en dehors. On va se dire la vérité, c'est un accord électoral défensif qui permet de sauver les sièges. Si vous regardez Bruno Jeudi, la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes un commentateur, moi je suis un acteur. Oui. Et je crois un minimum, mais je sais que ça se fait plus, ça se fait plus du tout. Je crois un minimum à l'honnêteté vis-à-vis de ses électeurs. Donc l'originalité de la gauche de gouvernement, c'est quoi? C'est de considérer qu'on peut faire des réformes sans attaquer frontalement les institutions. Et moi je suis désolé, la police tue, ça ne passe pas. Et de réconcilier, parce que vous savez, tous les socialistes sont maires dans leur commune et ils sont patrons de leur police municipale. Et même certains ont des polices municipales armées. Donc, vous voyez, les contradictions, c'est sympa pour gagner les élections, c'est de la tambouille. Donc, je comprends que vous la commenciez. C'est votre travail et bien au-delà, parce que vous avez un talent qui va bien au-delà, bien sûr. Mais ça n'est pas suffisant. La deuxième chose, c'est que le message a passé sur finalement le fait qu'il faudrait renverser la table, ne plus avoir aucune vision des fondamentaux économiques, proposer 300 milliards de dépenses. Je suis désolé, on a mis 30 ans. Moi, je me souviens, j'étais petit, quand Jean-Pierre Chevènement a converti la gauche à la force de frappe.
à dire que la gauche pouvait finalement à la fois faire des réformes et gérer l'État de manière... Eh bien, on met tout ça, le bébé et l'eau du bain de l'autre côté. Donc on va le reconstruire, mais ça va encore prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et là où je vous rejoins, c'est que tout ça va exploser dès la mise en place de l'Assemblée nationale. Chacun va prendre son groupe. Ça va être très compliqué. Mais Bruno, je dis d'ailleurs, Emmanuel Macron, il est à l'étranger aujourd'hui, il part en Roumanie, demain il sera en Moldavie. Y aura-t-il un saut de puce jusqu'à Kiev en Ukraine? Ça n'est pas impossible. Est-ce que c'est pas dangereux politiquement pour le chef de l'État de ne pas être en France dans cet entre-deux tours quand même à haut risque pour sa majorité? Oui, c'est un choix d'agenda étonnant de la part du président de la République et je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une part de risque. Cette absence dans l'entre-deux tours peut lui nuire. Alors, on voit bien. Bon, d'abord, il peut évidemment, il y a des activités diplomatiques pour le président de la République, mais et il y a aussi sans doute en arrière-pensée le dossier ukrainien qui revient. Je pense que l'effet drapeau, ça ne marche plus. Là, c'est fini. Ça a bien fonctionné avant la présidentielle. Ça ne fonctionnera pas avant les législatives. Il n'y a pas la passion pour la bataille de Sévérodonetsk qui pourtant est haletante. La tentative de neutralisation de l'entre-deux tours avec un long déplacement à l'étranger du président de la République, à mon avis, peut plutôt se retourner contre lui parce que c'est quand même lui qui est la meilleure voix pour être entendu dans la majorité, pour la porter dans le débat médiatique. Elisabeth Borne présente 2 handicaps dans cette campagne. Elle fait elle-même campagne et c'est sa première campagne. On voit qu'elle s'emploie à l'emporter dans le Calvados et on la comprend, c'est très important. Donc c'est de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Le deuxième point, c'est qu'elle ne peut pas aller faire campagne dans le reste de la France et du coup on l'entend peu, elle imprime peu. Et elle ne porte pas le fer face à l'adversaire Jean-Luc Mélenchon. Et quelle est l'erreur de la majorité depuis le début de ces campagnes législatives? C'est d'avoir finalement laissé le tapis, pardonnez-moi l'expression, à Jean-Luc Mélenchon, qui en a profité, qui s'est installé et qui, on le voit, ça a été une stratégie payante puisque peu auraient imaginé que nous commentions ce matin la perspective de voir la NUPES emporter peut-être 200 sièges ou 210 sièges de députés sur les projections d'hier. Je ne sais pas combien il y en aura à l'arrivée, mais en tous les cas, on est bien au-dessus des 70 de 2017. Alors, il est à Toulouse ce soir d'ailleurs en meeting, Jean-Luc Mélenchon, avec qui on l'imagine déjà un discours extrêmement offensif, un discours à l'adresse des abstentionnistes. Tout à l'heure, Bruno Jeudi en a parlé. Je redonne le chiffre parce que quand même, il est, je trouve, perturbant. 70%, donc plus de 2 des 18-34 ans sur 3. Donc c'est des gens pour certains, c'était leurs premières élections, ou leur deuxième, ne sont pas allés voter. C'est quand même un phénomène perturbant. Est-ce que c'est grave, docteur? Bah oui, c'est grave. C'est d'autant plus perturbant qu'il y a quand même une offre variée pour les élections législatives. C'est pas 2 candidats, il y a des circonscriptions, il y en a 12, 14. Enfin, je veux dire, on a quand même le choix, on a quand même des choix qui sont très, très différents. Et cette absence de mobilisation, elle est terrible. Et je pense qu'elle est aussi terrible pour la NUPES qui espérait vraiment que la jeunesse irait voter. Et en fait, non. Donc oui, il y a vraiment quelque chose d'inquiétant. Et je regardais hier cette petite photo du fils d'Anne Hidalgo jetant son bulletin dans la poubelle en disant « on n'a pas voté » en étant très très fier. Je trouve que c'est un message absolument désastreux. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut remobiliser ces jeunes troupes, mais ça m'inquiète. François Calfon, j'imagine que cette question de l'abstention vous préoccupe beaucoup, vous avez beaucoup réfléchi. On dit toujours un peu les mêmes choses sur les causes de l'abstention. Pourquoi? Oui, mais parce que je trouve qu'on est trop dans le consumérisme nous-mêmes, dans l'offre politique. C'est-à-dire qu'il faut aussi être dans le devoir. Il y a un moment donné, moi je vois, puisque j'ai des ados à la maison, donc je vois comment ils se comportent. Eux aussi, ils jettent leur bulletin à la poubelle? Bah non, ils jettent pas leur bulletin. Ils n'oseraient pas devant papa, c'est ça? Ils le feraient pas tout court, parce que je pense que quand même, ils ont reçu un certain cadre, une certaine éducation. Oui. Simplement, le point, c'est qu'il y a aussi un problème d'instruction civique. Moi, j'entendais des sonores, il y a des gens qui ne comprennent pas, des jeunes gens qui ne comprennent pas, 18, 20 ans, donc c'est le rôle des parents, c'est le rôle de l'éducation nationale. Je pense qu'il faut rajouter 1 ou 2 heures, en plus des maths, parce que bon, d'éducation civique électorale, vous voulez dire? Non, mais ça s'appelle l'éducation civique. C'est-à-dire que être citoyen, c'est pas juste avoir le droit de voter, c'est de comprendre comment fonctionnent vos institutions. Il y a un sondage beaucoup plus inquiétant qui a été fait, je crois que c'est l'Institut Montaigne qui l'a fait, sur le fait que le chiffre d'adhésion, en tout cas de l'importance de la démocratie dans les nouvelle génération est en chute libre. C'est-à-dire que nous, moi qui ai plus de 50 ans, on était quand même habitués, on est la génération
d'après la Seconde Guerre mondiale, dans les cycles historiques, et donc de l'attachement à la démocratie, eux, ils tiennent ça pour acquis. Donc je ne les mets pas en cause. Par contre, je mets en cause notre système éducatif, parce qu'il faut un redressement moral et civique. Merci à tous les trois, passionnant. Bruno Jeudi était avec nous ce matin de Paris Match, Emmanuel Ducrot de l'Opinion, François Calfon, membre du bureau national du PS. Merci à tous les trois, je vous dis à la semaine prochaine, on commentera les résultats du second tour. Absolument.